Bonjour, mon nom est Sandra Lacombe, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on parle d'un sujet qui, je crois, touche beaucoup de gens. En tout cas, moi, ça me touche. Ça m'a touché beaucoup quand j'étais plus jeune et je dirais encore aujourd'hui. Je pense que c'est ma dernière plus grande difficulté à devenir moins réactive, c'est celle où j'ai de la misère, où j'ai de plus en plus, non, pas de plus en plus, franchement, j'ai eu beaucoup de difficultés à l'époque et il y a encore des vestiges à régler. Alors, j'ai envie de parler de ça avec vous, donc d'espèce de l'accumulation de ressentiments et vous allez voir ce qui se passe. On va dessiner, on va pas trouver des réponses à tout ça. Je sais qu'on peut corriger ça. On peut pas corriger ça dans une vidéo. C'est ce que j'enseigne dans mes cours, évidemment. Mais j'ai envie de vous faire voir quelque chose en vous qui peut-être, vous ne le voyez pas ici. Et ce ressentiment, d'où provient-il? Pourquoi il y a une accumulation de ressentiments qui ne part pas? Pourquoi je suis comme je suis avec mes collègues de travail? Je rage à l'intérieur et je partage cette rage d'une certaine façon. Hein? Vous allez voir de quelle façon. Quand on ne peut pas, quand on vit, évidemment, cette chaîne parle de négligence émotionnelle subie dans l'enfance, donc beaucoup de parentalité et d'éducation qui n'ont pas été adéquats. Et donc, si ça ne vous touche pas, c'est sûr que vous pouvez peut-être vous chercher. Mais en même temps, je vous dis, ben, peut-être que vous ne savez pas des choses de vous-même. Alors, écoutez jusqu'à la fin. Peut-être que vous allez vous reconnaître et dire, ah, vraiment? Donc, quand on a des parents qui sont négligents et abusifs, notre colère, cette colère qu'on a en nous, qu'on veut exprimer, on veut exprimer à nos parents quand on est très jeune, d'ailleurs, ça se passe assez jeune, les premiers moments où on veut exprimer cette colère contre eux, elle est complètement refusée. Et cette colère, elle est refusée parce qu'on ne peut pas protester l'éducation. On tente de protester ce qu'on a reçu, on tente de protester la façon dont on est traité, mais c'est refuser, et non seulement refuser, mais c'est dénigrer, dévaluer, c'est inadéquat comme comportement. Et donc, on est forcé de se taire. Et quand on est forcé de se taire, ben, qu'est-ce qui se passe? Il y a forcément une accumulation de ressentiments. La colère ne part pas parce qu'une personne nous dit « ne sois pas en colère ». Tu ne devrais pas être en colère. Pourquoi es-tu en colère? Non, 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 non. C'est mal d'être en colère. Oh, franchement, encore une crise? Ah, là, je peux en ajouter, hein, on peut avoir été humilié dans cette colère. Hein. Oh, pauvre toi, regarde le bébé. Donc, ce qui va se passer, c'est que cette accumulation de ressentiments va être dirigée sur les autres. Hein? Elle ne s'évapore pas dans l'univers comme ça. C'est pas vrai. Elle va être dirigée sur les autres. C'est de cette façon que le comportement passif-agressif va commencer à exister en nous. Et ça a commencé à exister en moi parce que moi, j'ai été négligée émotionnellement et abusée psychologiquement par des parents qui, tous les deux, ont des traits, des comportements plutôt narcissiques, qui sont très, 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 très profondément immatures, presque pathologiquement immatures, parce que tu peux voir qu'ils sont absents, il n'y a pas de discussion entre moi et eux. Donc, le passif-agressif, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on devient très, très obsédé par les comportements des autres, par les fautes des autres. Et ça vient d'une forme de perfectionnisme, qu'on va refuser chaque faute des autres comme si c'était extrêmement grave. Et donc, il va falloir non pas montrer que sa colère, parce que c'est mal. On a appris que c'était très mal d'exprimer une colère ou de s'exprimer point devant un comportement qui nous déplaît ou quelque chose dont on est une opinion, dont on n'a pas la même opinion. On n'arrive même plus à partager des opinions. Hein? Donc, on va cracher notre colère, mais là, on ne peut plus cracher notre colère. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On devient passif-agressif et on verra de quelle façon plus tard. Donc, on n'a jamais reçu l'approbation d'avoir raison. Hein? Vous savez, quand vous êtes un enfant et qu'un parent vous aurait regardé en vous disant « Attends, qu'est-ce que tu as à me dire? C'est vrai, hein? J'ai agi comme ça. Je m'excuse. J'étais pas dans mon état normal. J'ai passé une... C'était pas toi. C'était vraiment pas toi. C'était à moi. Je dois me... C'était de ma faute. Tu méritais pas ça aujourd'hui. Je suis désolée. C'était pas les bons mots. Ça t'a fait mal, hein, la façon dont je t'ai parlé. Avez-vous vécu ça? Quelque chose comme ça? Ou vous étiez toujours le problème avec des parents narcissiques? Vous êtes toujours le problème. Vous êtes donc ridicule. Oh, moi, c'était toujours la même phrase. Oh, pauvre elle. Oh, pauvre toi. Oh, tu fais donc pitié.
C'était ça, c'était leur phrase, c'était la phrase de ma mère, en tout cas. C'est ce qu'elle utilisait. Mon père était absent la plupart du temps, mais ma mère utilisait toujours « Ah, tu fais donc pitié. » Quelle humiliation de se faire ridiculiser de cette façon-là. Alors, cette accumulation de ressentiment se poursuit avec les années. Imaginez quelle force elle prend, n'est-ce pas? Alors oui, ça se produit quand on est négligé émotionnellement. Et donc, comme je disais, on proteste en dirigeant notre colère passivement chez les autres. Et ce sont les autres qui deviennent problématiques. On n'est jamais le problème et c'est normal. Écoutez, imaginez, il y a un problème chez les autres, il y a un problème chez vos parents depuis que vous êtes tout petit. Vous tentez de le faire voir, ça ne fonctionne pas. Et plus ça ne fonctionne pas, plus vous pesez sur le bouton, plus vous voulez voir les autres, le problème des autres. Mais ça vous est toujours dirigé, la pression vous est mise sur vous constamment. Alors vous voulez évacuer cette pression, dire ça se peut pas. Vous êtes, regardez-vous. Alors plus ça va, plus le temps passe, plus on met la focalisation sur les autres. Plus on regarde les autres et dit « Non, c'est pas moi le problème, c'est vous, regardez ce que vous faites. » Et c'était dirigé sur nos parents. Mais ensuite, nos relations s'agrandissent, notre sphère de relations s'agrandit. Et là, qu'est-ce qui arrive? Ben, eux aussi sont le problème parce que notre problème ne disparaît pas du jour au lendemain parce qu'il y a d'autres personnes. Ces gens-là ne viennent pas jouer le rôle du parent en vous disant c'est vrai, hein, aujourd'hui, je suis de mauvaise humeur, c'est pas de ta faute. C'est très rare des gens qui ont cette maturité d'exprimer certaines choses. En général, quand on fait une erreur, on va se cacher, on va dire « j'espère qu'elle n'y pensera plus, je suis comme ça, vous êtes peut-être comme ça aussi ». C'est difficile de confronter les gens avec ses propres erreurs. Pourquoi? Ben parce qu'on vit avec nos traumatismes, on vit avec notre immaturité émotionnelle, alors c'est tout à fait normal. Bon, évidemment, en vieillissant, rendu plus vieux, souvent on y arrive plus facilement si on a fait un travail sur soi. Mais en général, si vous travaillez dans un milieu de travail, entendre des mots comme « c'est de ma faute »,« je file le mauvais coton », comme on dit au Québec, « je me sens pas bien aujourd'hui, écoute, c'était vraiment pas toi, là, c'est moi, là, il faut que je m'excuse, là, c'était pas acceptable ce que j'ai dit. » C'est rare qu'on entend ça. Évidemment, hein, on va pas commencer à qualifier tout le monde de problématique, mais ce que je veux dire, c'est que on vit pas dans une société où on est très, très, très mature. Alors, on l'entend très rarement. Alors, je reviens à ce que je disais, tout le monde devient problématique. Alors, on observe chaque petite erreur des autres. « Ah! Je t'ai coincé, t'as pas dit le bon mot, t'as pas dit la bonne chose. » Et là, ça devient franchement extravagant comme recherche. Et quand je dis extravagant, c'est qu'on se focalise sur cet état de fait des autres de façon obsessive. On est obsédé à dire « tu es un problème, regarde ce que tu as fait » parce qu'on se sent encore dénigré dans notre droit d'être vu et entendu. Et donc, notre perfectionnisme est projeté sur les autres. La faute, c'est les autres. Tu dois être plus parfait, voilà, je m'excuse. Plus parfait. Tu ne devrais pas me traiter de cette façon-là. Et on continue de façon obsessionnelle à dire que les autres sont un problème. Hein. C'est jamais le bon mot, c'est jamais la bonne façon, c'est jamais le bon comportement, le bon ton, c'est jamais les bons... Donc, je continue. Donc, les années de répression, à se soumettre constamment au silence, hein, qu'on a été forcé quand on était jeune, rendu à l'âge adulte, ça ne se passe plus. On a été désapprouvé, on a été réprimandé, on a été humilié aussi, comme j'expliquais tout à l'heure, d'être humilié devant les autres, d'être humilié pour ce qu'on ressent, d'être humilié dans la façon dont on l'exprime constamment, semaine après semaine, c'est très, très, très difficile, sans oublier les boucs émissaires. Hein. Est-ce que vos parents vous salissaient votre réputation? C'est possible, vous étiez le bouc émissaire, vous étiez un enfant problématique. Oh mon Dieu, qu'il est problématique, mon enfant. Ah, j'ai tout fait pour lui. J'ai tout fait pour lui. Moi, quand j'entends ça, non, t'as pas tout fait pour lui. C'est pas vrai. Parce que si t'avais tout fait pour lui, t'arrêterais de le dénigrer devant tout le monde, de dire qu'il est problématique. C'est narcissique de penser que d'aimer son enfant, c'est d'aller voir tout le monde pour dire tous les problèmes de son enfant. Commence par voir tes problèmes, ensuite on en parlera. Commence par voir qui tu es, qui t'es comme parent, qu'est-ce que t'as pas fait comme travail. Commence par parler de toi, ensuite on parlera de ton enfant. Hein? C'est comme ça que je le vois. Donc, imaginez l'abandon qu'on subit,
L'abandon émotionnel, il n'y a aucun soin émotionnel. On veut exprimer certaines choses, on veut être entendu, vu, compris en tant qu'humain, et on veut toujours ceci à l'âge adulte, et on est abandonné. Ça ne m'intéresse pas ce que tu ressens. Ça ne m'intéresse pas si je t'ai fait du mal. Il n'y a rien de ça qui m'intéresse. Alors, il y a un abandon aussi spirituel. Qu'est-ce que toi, t'es? Ah, ton frère, lui, ça ne le dérange pas. Toi non plus, ça ne devrait pas te déranger. Ah, regardons. Non, pourquoi? Parce qu'on est des entités différentes. Alors, ça doit être pris aussi en considération. Ah, c'est lui le problème, hein, parce que son frère, j'ai jamais eu ça, moi, comme problème avec lui. Non, c'est pas lui le problème, c'est toi qui es incapable de te transformer aux besoins de tes enfants. Quand on veut plusieurs enfants, c'est pas un enfant qui nous ressemble, ce sera 3 enfants différents. Et c'est notre responsabilité de dire, ben, j'ai voulu 3 enfants, j'ai aussi voulu 3 personnalités. Et ce sera pas facile. Et je dois me l'avouer, au moins. C'est possible qu'on ait de la difficulté à s'acclimater à certaines personnalités. C'est normal. Je ne suis pas meilleure qu'une autre. J'aurais de la difficulté à m'acclimater à certaines personnalités, même si ça avait été chez mes enfants. Mais il faut au moins se l'avouer et dire à son enfant, OK, attends, c'est pas dans ma personnalité, on va essayer de trouver une solution. C'est ça qu'il faut faire en tant que parent. C'est pas facile, hein? Et je suis loin d'être parfaite, mon fils vous le dirait. Donc aussi, il y a un abandon verbal, hein? Il n'y a pas de soins verbaux qui sont donnés, il n'y a pas de « je te comprends, je t'entends, je vais essayer de faire mieux ». Parle-moi-en. Qu'est-ce que toi t'aimerais? Parle-moi de toi, parle-moi de ce qui te dérange. Il n'y a rien de ça. Donc, l'accumulation se poursuit. Et comme je disais, il y a un transfert de la colère. On transfère la colère chez les autres. On dirige ce qui est coincé en nous dès qu'une chose ne fonctionne pas rendue à l'âge adulte dans les groupes auxquels on est confronté. Hein. Au travail, c'en est un. Dans les amitiés, c'en est un autre. Et dans le couple, c'est tellement facile dans le couple de dire, ben, il doit accepter tout, il doit accepter ma personnalité, alors je vais tout garrocher. Pas garrocher parce que c'est trop québécois. Je vais tout lancer ce qui me plaît en plein visage des autres parce que moi, je dis tout ce que je pense. Ben, malheureusement, c'est un comportement passif-agressif. Quand on fait ça, je vais l'expliquer tout à l'heure. Alors, chaque désappointement est perçu comme une grande difficulté par un enfant qui a dû accumuler le ressentiment. Alors, c'est pas de notre faute. C'est pas de notre faute qu'on soit devenu comme on est, mais c'est à nous de le réparer et c'est à nous d'avoir la maturité de se voir et d'évoluer ou de se transformer ou d'aller réparer, je devrais dire ça, ce qui fait mal à l'intérieur de nous, hein, de ne pas se sentir vu, compris, entendu. C'est très profond, c'est une blessure de l'enfance qui est très, très, très profonde. C'est l'enfant qui a été abandonné, c'est un sentiment d'abandon qui est aussi très profond et c'est pour cette raison qu'on a une critique extérieure très importante. On appelle la critique extérieure. Il y a la critique intérieure, la critique extérieure. Donc, je suis le problème, je ne vaux rien. C'est la critique intérieure, évidemment. J'ambitionne. Il y a d'autres façons. Je dis ambitionner, mais c'est pas ce que je voulais dire, là, mais c'est pas la seule façon dont ça va s'exprimer. Là, je donnais seulement une généralisation. Et il y a la critique extérieure, comme on vient de passer un certain temps à expliquer tout ceci. J'entrerai peut-être plus dans les détails une autre fois, mais pour l'instant, je parle vraiment de cette critique extérieure qui provient d'un ressentiment profond, une accumulation alors qu'on projette vers l'extérieur. Et ça devient extrêmement obsessif au point où on doit absolument le faire. On doit absolument le dire et le faire et le corriger. Et je pense l'avoir raconté dans une autre vidéo et je me rappelle un exemple de ceci d'une autre personne. Je pourrais vous raconter la façon dont moi je le fais ou je l'ai fait. Mais je me rappelle, j'avais une belle-mère, un laps de temps très court, l'appelons-la la belle-mère pour que tout le monde comprenne. Qui avait besoin de cracher ceci sur moi. Et donc, un jour, elle s'assoit à côté de moi et je dis, écoutez, quand j'étais mère monoparentale, hein, j'ai fait des choix. J'avais envie de passer du temps avec mon fils. Si j'arrivais à 6 heures le soir et que je devais faire 45 minutes de souper,
ça aurait été l'enfer. Ensuite, on se couche dans 20 minutes. Non. Alors, j'ai décidé d'aller chercher les plats déjà cuits, déjà faits à l'épicerie, et c'est ce qu'on mangeait. Ah! Ben, mon Dieu, il aurait pu devenir un grand chef si t'avais pas cuisiné, si t'avais cuisiné avec lui. Et là, au départ, on se dit, hein, quoi, qu'est-ce qui se passe? On fige un peu, qu'est-ce qu'elle a dit? Et là, je dis donc, oui, mais j'ai fait beaucoup d'autres choses qui étaient très importantes aussi, importantes pour mon fils. Oui, mais imagine si tu avais cuisiné, s'il avait appris à cuisiner avec toi dans la cuisine, tout ce qu'il aurait appris, peut-être qu'il serait un grand chef. Donc, fallait qu'elle soit passive, agressive avec moi pour des raisons qui m'échappent, que je peux imaginer parce que j'ai comme saisi la famille un peu, mais bon, ce serait une vidéo complète. J'ai saisi maintenant tous les problèmes de son fils et c'est pourquoi je ne suis pas restée avec lui longtemps. J'ai saisi le topo familial, j'ai saisi cette passivité, agressivité-là envers les autres qu'elle cachait souvent. Hein. Ah, on reçoit tout le monde, on dépense plein d'argent pour vous recevoir, on est extraordinaire, nous on est extraordinaire. C'était sa façon d'être. Au départ, je voyais ça comme ça et c'était perçu comme ça. Et ensuite, ça s'est transformé. Alors, il fallait trouver un échappatoire, une place où évacuer sa colère qui était désagréable, hein, finalement. Et donc, il faut se voir à l'intérieur de ceci aussi, hein, voir qu'est-ce qu'on fait. Et je vais vous donner quelques exemples de comportements passifs-agressifs, vous en connaissez quelques-uns. Moi, je vais vous dire, le premier, c'est faire des blagues. C'était ma façon passive-agressive, faire des blagues. Hein. Je sais pas quoi je pense. Oh, tes cheveux, hein, aujourd'hui? Mais non, là, c'est une blague, je le pense pas. Faire des blagues constamment, c'est juste une blague. C'est passif-agressif. Hein, c'est une façon d'exprimer ce qu'on pense, mais je le cache sous une forme de blague. J'ai peut-être pas le bon exemple, là, j'aurais jamais dit « tes cheveux sont laids », mais je sais pas, là, j'ai pas d'exemple qui me vient en tête, mais c'est une façon d'être passif-agressif, le cacher sous une forme de blague. Trouver un bouc émissaire aussi, c'est très passif-agressif parce qu'on reprend le contrôle, hein, on dit « c'est lui, regardez tout le monde, hein, c'est un problème, je vais vous dire son problème, moi ». Et là, on déboule en disant tout ce qu'on pense de lui, tout ce qu'on a trouvé de elle ou de lui. Et c'est une façon aussi d'être passif-agressif. Donc, on n'a pas vomi sa colère, mais on l'a exprimé différemment. Repousser les gens, bouder. Bouder, c'est une façon de retrouver une forme de contrôle. Hein? C'est une façon de punir une autre personne sans lui dire, sans montrer sans colère. J'en ai pas de problème. Non, j'ai rien. Hein, les femmes, on est bonnes avec ça. On est extraordinaire à bouder. Par chance, ça peut-être plus jeune, mais aujourd'hui, je ne suis pas quelqu'un qui boude. Si je ne parle pas, c'est parce que je sais que je suis hors de contrôle. Souvent, je vais arrêter de parler, mais c'est pas pour punir une autre personne, parce qu'on peut arrêter de parler, puis l'autre peut penser que c'est parce que tu boudes. Non, c'est parce que je sens que je pourrais exploser et justement cracher toute ma haine one shot, hein, c'est pas le but. On peut aussi faire exprès pour ignorer les gens. On est en groupe, 4 personnes parlent, il y en a une qui essaie de parler, on est là et on l'ignore. On fait semblant qu'elle n'existe pas. Est-ce qu'elle parle là? Non, on fait son semblant. On fait « Ah, pas de commentaire » et là, on continue de faire comme si elle n'existait pas. C'est extrêmement passif-agressif, c'est très désagréable pour l'autre personne et on le sait, qu'elle est mise de côté, cette personne-là. Et c'est une autre façon qu'on a je pense, je l'ai vécu, moi, c'était franchement très, très, très profondément le sentiment d'abandon qui se soulevait en moi était assez douloureux. Pas faire de compliments. Vous savez, quand une autre personne, ça c'est très, très moi, ça. Une autre personne réussit à faire quelque chose, incapable de dire un compliment. Pourquoi? Parce qu'on se sent inférieur. La vérité, c'est qu'on se sent... je voudrais pas dire abandonné, c'est vraiment, il y a un sentiment de qui suis-je si elle réussit à faire ceci. Moi, j'y arrive pas. Alors, il y a vraiment un sentiment d'insécurité profond qui survient en nous quand on n'a jamais reçu de compliments, quand on n'a jamais été... Je dis jamais, mais souvent c'est un peu, ou du moins, hein. Oui, on est complimenté, mais très, très, très rarement, ou de façon... Ah, t'es mignonne. Moi aussi, t'es mignonne, Sandra. On dit cute au Québec, là. Ah, t'es cute. Jamais t'es belle, Sandra. Ah,
tes yeux, tes cheveux, je sais pas, j'ai jamais été complimentée. Mais si vous parliez à ma mère, elle a fait que ça, me complimenter. Donc, on est incapable de faire des compliments parce que c'est trop douloureux pour nous. On n'en a pas reçu. Pourquoi en faire aux autres? Ça fait mal. Je n'existe plus. Moi, je l'ai pas, ceci. J'ai pas cette qualité. C'est ça. Je l'ai pas. On se sent désemparé. J'ai pas cette qualité. Alors moi, c'était une autre façon. L'honnêteté extrême. Mais moi, je dis tout ce que je pense. Mais moi, je le dis. Quand ça fait pas mon affaire, moi, je le dis ce que je pense. C'est une belle qualité, dire tout ce qu'on pense. Non, c'est pas une belle qualité, dire tout ce qu'on pense. Dire tout ce qu'on pense, c'est faire du mal à l'autre personne en disant sous le couvert de « je suis une personne honnête ». Non, c'est pas ça être honnête. Avoir des conversations honnêtes, c'est dire ce qu'on pense, ce qu'on ressent, ce qu'on a vécu, ce que je ressens présentement. C'est ça, être honnête. Ça ne veut pas dire qu'on veut faire du mal à l'autre personne. Quand on cherche à faire du mal à l'autre personne, c'est un comportement passif-agressif à ce moment-là. Et donc, ça provient de nos traumatismes, cette façon extrême d'être honnête, et je l'ai aussi, je l'ai vécu beaucoup plus jeune, et ça s'est très amenuisé dans mon comportement. Par contre, dans mes relations très proches, j'ai l'impression que je me permets un peu trop. Et donc, je devrais faire attention à ça. Surtout si je vis d'un moment plus difficile ou s'il y a des flashbacks émotionnels qui se soulèvent, donc probablement d'abandon. Là, oups! L'honnêteté extrême ressurvient, ou quand on m'accuse de quelque chose et je trouve que c'est injuste. Oh, je vais être honnête avec toi, tu penses que... Donc, encore une fois, ce sentiment d'abandon, sentiment d'injustice soulève le sentiment de le comportement passif-agressif. Un dernier, tout de suite parler de ses défauts. Ah oui, mon Dieu! Vous savez, quand on parle de ses défauts, tout de suite, de peur que l'autre personne nous découvre, hein? Elle va découvrir qui je suis pas parfaite. Oh mon Dieu, dis tous tes problèmes comme ça, ils pourront pas dire que... Hein? Parce qu'on a peur d'être humilié. On a peur d'être découvert et humilié et qu'on se fasse dire à brûle-pourpoint quels sont nos défauts. Et on a peur d'être vulnérable. Donc, c'est une autre façon d'être passif-agressif. Hein? Je vais tout de suite confronter qui je suis, alors tu peux rien me faire. Parce qu'on le sait que nous, en étant passif-agressif, on le sait qu'on peut faire des choses en retour. Alors, ça peut pas se produire parce que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur moi. Voici tout ce qu'il y a de mauvais sur moi. Alors, c'est une autre façon. Donc, c'est pas... on penserait que c'est être vulnérable, mais ça peut être ça, mais ça peut aussi provenir de une peur. Et c'est très différent, la vulnérabilité et la peur. Les deux vont peut-être avoir un comportement similaire dans l'expression de nos défauts, mais ils proviennent de deux sentiments complètement différents. Voilà. Alors, on a parlé du mieux que je pouvais, l'accumulation du ressentiment. Comment ça se traduit? Ça se traduit en critique extérieure. Et cette critique extérieure, eh bien, c'est l'accumulation de ressentiment, tout simplement. Et on est obsédé par les défauts des autres. Et ce que j'aurais dû dire, dans le fond, c'est que ça nous fait faire un comportement passif-agressif. Et on doit être très vigilant pour le changer. Ça demande de l'apprentissage. Ça se fait, il n'y a pas de problème, ça se fait. Ça se fait une chose à la fois, ça ne se fait pas en une semaine. En changeant un comportement qui nous a traumatisés, ça ne se fait pas rapidement. Ben voilà. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, car tout le reste suivra.